don't you stop till you're my girl, and I won't stop it until you're my girl, and you can't stop it until you're my girl, and I can't find out what you want, what you got. I got that honey pie, come bite it. Bring your own fork, girl, you know I don't provide it. Oh, girl, don't you stop till you get enough, huh? Oh, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, don't you stop till you get enough, huh? Oh, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Don't you stop till you're my girl, and I won't stop it until you're my girl, and you can't stop it until you're my girl, and I can't find out what you want till you're my girl, and I won't stop it until you're my girl, and you can't stop it until you're my girl. Oh, girl, don't you stop till you get enough, huh? Oh, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, don't you stop till you get enough. C'est à l'heure de passer à table que nous allons parler cuisine sur cet espace Sierra Food Forum, et nous allons aujourd'hui voyager en Afrique. Nous allons cuisiner un plat dont je vais vous laisser la surprise pour l'instant. Je vais juste dévoiler qu'il s'agira de canard. Et pour cuisiner, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir la chef Anto Cocagne. Bonjour. Bonjour Michel. Allez-y, prenez place. Cet espace vous est dédié. Je vais rester sagement ici à vous regarder. Éventuellement, si vous avez besoin d'un petit coup de main, je peux vous aider. D'accord. Bien que j'ai les mains un peu prises, mais bon. Vous allez bien? Très bien, très bien. Très heureuse d'être à Lyon. Eh ben, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Vous connaissiez Lyon? Je connais un petit peu Lyon parce que j'ai fait mes études à l'école hôtelière Les Diguières à Grenoble. Okay. Et donc, Grenoble qui n'est pas très loin, et il m'arrivait de venir à Lyon. Vous êtes gabonaise? Oui. D'origine, vous êtes née au Gabon? Alors, je suis née en France pendant que mes parents étaient étudiants. Ok. Mais je ne suis pas restée très longtemps parce que juste après ma naissance, ils sont rentrés définitivement au Gabon. Et donc, j'ai grandi au Gabon. Je suis juste revenue pour intégrer une école de cuisine après le baccalauréat. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire de la cuisine? Alors, ce qui m'a poussée à faire de la cuisine, c'est d'abord parce que c'était un lieu où je trouvais qu'on ne s'ennuyait pas. Traditionnellement, la cuisine, c'est vraiment le lieu d'ailleurs où on va avoir les potins pour savoir qui est enceinte, qui a mis son mari dehors. C'est souvent en cuisine. Et moi, j'aimais bien cette ambiance des femmes qui chantaient et puis qui donnaient des conseils. Et je me suis dit, si c'est comme ça, moi, j'aimerais en faire mon métier parce que ça doit être tous les jours comme ça. Alors, j'ai découvert après que ce n'est pas vraiment comme ça. Oui. Mais c'est l'une des raisons qui m'a poussée à faire de la cuisine. Est-ce que vous avez fait donc vos études à Grenoble et ensuite vous êtes allé à Cannes pour vos premières expériences? Exactement, à Cannes, à l'hôtel Carlton. À l'hôtel Carlton. Et puis suite à ça, j'ai travaillé aussi avec le chef Éric Prat, qui est aujourd'hui 3 étoiles au guide Michelin. À l'époque, il était le plus jeune meilleur ouvrier de France. Et après cette expérience, je suis montée à Paris pour intégrer une autre école de cuisine. Voilà. Laquelle? Ferrandi. Ferrandi. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitiez compléter dans votre parcours en vous inscrivant à Ferrandi? Alors, à Ferrandi, à la base, je voulais intégrer l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Oui. Mais mes moyens financiers étaient très limités à l'époque. Et donc, je me suis tournée sur Ferrandi parce qu'il proposait une formation de traiteur organisateur de réception. Et mon projet de base, c'était de me former à la cuisine, aussi bien la cuisine de restaurant et la cuisine traiteur, parce que je voulais rentrer au Gabon pour pouvoir travailler la cuisine de chez moi, mais différemment. Et finalement, vous n'êtes pas rentrée? Je suis rentrée en 2010.
Et ça a été compliqué de trouver du travail. Ben, je me suis confrontée à la misogynie, un peu où les femmes doivent cuisiner à la maison. Ouais. Et ne trouvant pas de travail, je suis revenue en France et je me suis dit que le projet que j'avais pour le Gabon, ben, je le ferais à partir de la France. Alors, quel était ce projet? Mon projet de base, c'était de me former aux techniques de cuisine françaises et de pouvoir retravailler les cuisines d'Afrique avec ces techniques-là. Est-ce que ces cuisines, vous trouviez qu'elles étaient mal ou peu connues? Alors, c'est une cuisine, ce sont des cuisines que je vais dire qui sont mal connues, qui souffrent de beaucoup de préjugés. Et je le vois encore aujourd'hui, il y a vraiment, et c'est d'où le choix de certains produits pour ma recette d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on avait des produits qui avaient des préjugés, mais en fait... oui, parce qu'en fait, si on parle de cuisine africaine, c'est extrêmement réducteur. Oui, moi quand je dis cuisine africaine, c'est toujours au pluriel. Ouais, c'est ça, hein. C'est pour ça que je dis les cuisines d'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un continent. Ouais, et puis c'est 55 pays, c'est ça? C'est 55 pays. Moi, je les regroupe en vraiment 5 grandes régions, avec le Maghreb, l'Ouest, l'Est, le Centre et l'Afrique australe. Parce que dans ces 5 grandes régions, il y a beaucoup de similitudes dans certains plats, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans beaucoup de pays voisins. Ça encore, c'est un autre fait historique. Et on va retrouver aussi certains ingrédients bien typiques dans chaque grande région. Quelles sont les typicités de la cuisine gabonaise? Alors, la cuisine gabonaise, c'est une cuisine où on va manger énormément de poissons. Alors moi, aussi longtemps que je me souvienne, on mangeait du poisson, on pouvait manger du poisson du 1er janvier au 31 décembre. Okay. Parce qu'on a l'océan Atlantique et on a beaucoup de fleuves, de rivières, donc il y a beaucoup de poissons fumés, séchés, salés, de poissons fermentés. Et ça, c'est vraiment que ce soit poisson, mais aussi fruits de mer, poissons d'eau douce, poissons de mer. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément, même dans notre façon de cuisiner. Et puis, on a aussi beaucoup d'épices qui viennent de la forêt. Donc, ce sont ces produits qui sont vraiment endémiques à l'Afrique centrale, qu'on va retrouver, parce que le Gabon, c'est 80% de forêt, il faut le dire, à la base. Et donc, on va avoir des produits qu'on va intégrer dans notre cuisine, qui vont donner un goût particulier à nos recettes. Quelles sont les épices que l'on trouve en forêt? Alors, là, j'en ai ramené quelques-uns. Comme ça, je vais pouvoir vous faire découvrir. Il y a un arbre alors, les Français disent l'arbre à ail, parce que c'est un arbre, quand vous passez dans la forêt, vous avez une odeur d'ail ou un peu de truffe blanche. Alors là, vous avez le fruit qui va vous faire penser un peu à la truffe blanche. Wow. Ah oui, effectivement, ouais. Et c'est quoi? Et on l'appelle rondelle, parce que c'est rond. Moi, dans ma langue, dans ma tribu, on dit sinzakolo. Et vous avez du même arbre, vous avez l'écorce. L'écorce qui va plus avoir des notes de chou vert et d'ail, un peu ail des ours. Effectivement. Ouais. Et ça, par exemple, nous, les feuilles de manioc, c'est des produits qu'on doit retrouver. Il y a un petit côté sous-bois là-dedans. Exactement. On va avoir, alors ça, c'est une autre graine. Certains disent fausse noix de muscade. Alors moi, j'aime pas le terme fausse noix de muscade parce que ça supposerait qu'il y a la vraie noix de muscade. En fait, c'est une graine dont les notes rappellent la noix de muscade et on l'appelle noix de muscade du Gabon. Et c'est un arbre aussi de forêt qui va être plus subtil. Plus subtil, et ça, c'est des produits qu'on va mettre dans des marinades, dans des daubes, des bouillons. Et puis là, j'ai ramené le célèbre poivre de Penja, indication géographique protégée, région Penja au Cameroun. Le poivre blanc, qui va être beaucoup plus parfumé, mais qui va être moins relevé, contrairement au poivre noir de Penja, qui lui va être moins parfumé, mais beaucoup plus relevé. Ça sent extrêmement bon, ce que vous m'avez fait. Et ça, ce sont des épices que j'ai utilisées pour la recette du jour. Alors, la recette. Donc, j'ai juste dévoilé que vous alliez cuisiner le canard. Exactement. Je n'ai pas été plus loin pour garder un peu de suspense. Alors moi, ce que je m'amuse à faire, c'est toujours de partir sur une recette traditionnelle et de la retravailler de façon moderne, tout en gardant les codes.
les codes de nos cuisines. C'est-à-dire que là, dans tout ce que j'ai fait, je n'ai pas utilisé de beurre, je n'ai pas utilisé de crème, j'ai utilisé des ingrédients que je pourrais retrouver si j'étais sur le continent africain. Donc je suis partie sur un confit de canard. Alors le canard pour la France, un confit de canard. Donc j'ai un canard, une cuisse de canard label rouge que j'ai confit avec une huile de noix de palme. De noix de palme. Une huile de noix de palme. On connaissait l'huile de palme, mais pas l'huile. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'huile de noix de palme. Alors, moi, j'ai un gros problème justement quand on parle de l'huile de palme, parce que souvent on entend sans huile de palme, mais de quelle huile on parle en fait? Parce qu'à la base, l'huile de palme, elle est rouge. L'huile de palme naturelle, lorsqu'on le fait à pression, à froid, ou même à chaud, elle est rouge parce qu'elle est riche en bêta-carotène. On va montrer la... Bien sûr. Hop, parce que là, on voit vraiment bien qu'elle est rouge. Elle est rouge. Elle va avoir des notes de chorizo. Elle va avoir des notes de chorizo, elle est très parfumée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une huile qui souffre de la mauvaise publicité qu'on lui fait, c'est parce que juste après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'Europe se retrouve avec peu de main-d'œuvre et puis il faut continuer à produire. Et lorsqu'on faisait les savons, notamment les savons et certaines huiles, c'était beaucoup les huiles, notamment d'olive. Sauf que l'huile d'olive a un rendement beaucoup plus faible que la noix de palme, où la noix de palme, on va avoir un rendement à 80%, là où les olives, on va être entre 20 et 40 suivant les variétés. Et donc, c'est une huile qui devient très intéressante pour l'industrie agroalimentaire, cosmétique et même automobile. Et donc, cet arbre, le palmier, qui est endémique à l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre, on va le planter en Asie. Et lorsqu'on va le planter en Asie, alors pourquoi on quitte l'Afrique? Parce que l'Afrique, à cette époque, n'est pas encore très stable politiquement. On va le planter en Asie et c'est comme ça qu'on commence à raser les forêts. Et pour lui donner en fait les qualités dont on a besoin pour l'industrie agroalimentaire, on va le raffiner. On va raffiner cette huile qui devient transparente, un peu comme de l'huile d'arachide ou de tournesol. Et cette huile-là, on lui enlève donc la couleur rouge, qui est le bêta-carotène, on lui enlève son goût. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois raffinée, elle ne fige pas. Elle ne fiche pas quand on la refroidit. Elle n'a pas de goût, elle est inodore et elle n'a pas de goût. Et donc, elle va être intéressante pour l'industrie agroalimentaire. Et c'est là où ce procédé pose problème pour la santé. Exactement. Et c'est ce qui colle à la peau de l'huile de palme aujourd'hui. C'est ce qui colle à la peau de l'huile de palme, alors que nous, en Afrique subsaharienne, on a énormément de recettes avec cette huile-là. Qui est très parfumée? Qui est très parfumée, qui est bonne pour la santé, parce qu'elle est riche en bêta-carotène, qui est bonne pour les yeux, qu'on recommande souvent aux personnes qui souffrent de troubles de vision, qui est bonne pour la peau, qui est bonne pour les cheveux. Et donc, quand j'ai des clients qui me disent « Ah, l'huile de palme, j'aime pas trop », j'aime beaucoup raconter cette histoire pour dire que, attention, c'est un peu comme le sucre, quand on dit sans sucre ajouté, de quel sucre on parle. Voilà. Oui, absolument. Ouais. Donc vous allez réhabiliter alors cette huile de palme, puisque j'en profite pour vous faire un peu de promo, parce que comme vous avez une épicerie à Paris, j'imagine qu'on peut trouver de la véritable huile de palme à Paris chez vous. On peut trouver la véritable huile de palme à Paris, mais aussi même dans des magasins bio. Vous allez dans n'importe quel magasin bio, vous allez la trouver. Et donc pour faire mon confit de canard, j'ai fait infuser mes différentes épices et j'ai cuit à 80 degrés, donc c'était vraiment des tout petits frémissements, mes cuisses de canard pendant 7 heures. Donc ça confit et ça va donner un canard avec une chair très tendre et une huile encore plus parfumée avec les épices à l'intérieur. On a mis un peu de fleurs de laurier et tout ça. Voilà. Et donc, la chair de canard va être effilochée. En fait, je pars d'une recette qu'on appelle la sauce graine. La sauce graine, donc, c'est la sauce de noix de palme qu'on va agrémenter de viande ou de poisson, qui généralement va être mangée soit avec du manioc, soit avec ce qu'on appelle un foufou. Un foufou. Un foufou. Un foufou. Un foufou, c'est un tubercule. En tout cas, c'est un produit riche en amidon qu'on va piler et qui va donner une pâte qui ressemble un peu à la guimauve. C'est ça? Donc là, j'ai utilisé l'igname. Donc l'igname qui est ce tubercule-là, qui est une racine
qui, en goût, ressemble un peu à la pomme de terre. Et on peut faire tout ce qu'on fait avec la pomme de terre, on peut le faire avec l'igname. Donc, l'igname va être on va le travailler en purée. On va travailler l'igname aussi en frites, qu'on appelle colico. Donc, c'est l'igname qu'on a épluché. Et ensuite, on va avec cuillère pomme parisienne et on va le passer dans un bain de friture. Et on va avoir un côté un peu croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Et on a aussi la farine d'igname. Je n'ai pas compris, pardon, j'ai toussé. Donc, la dernière chose que vous avez dite? Et on a aussi la farine d'igname qu'on va utiliser. Ah, c'est de la farine d'igname. En fait, c'est de l'amidon d'igname. Donc, l'igname qui va être complètement déshydraté et qu'on va réduire en poudre. Et on va avoir l'amidon d'igname. Oh, on a vraiment l'impression que c'est de la farine. De la même façon qu'on a l'amidon de manioc, l'amidon de maïs, eh ben, on a aussi l'amidon d'igname. Et là? Donc là, en fait, on a du chou. Donc du chou vert, en plus en ce moment c'est la saison, du chou vert qu'on a blanchi. Et ce chou vert, une fois blanchi, on va effilocher. Donc je vous montre. Le canard. On va effilocher le canard pour mettre la chair du chou, enfin la chair du canard dans le chou. Ah, c'est un et petit on va chou le faire farci. exactement. Ah oui, ok. Donc là, on le réchauffe à la vapeur. Bon, je vous laisse faire la photo. Et donc, ce sera servi avec la purée d'igname. Et avec les os du canard, ce que j'ai fait, c'est un jus. Donc, j'ai récupéré tous les os, toutes les chutes, pour ne pas gaspiller. J'ai fait un jus qu'on a fait bien réduire et qui servira parce que le foufou, il faut de la sauce. S'il n'y a pas de sauce, ce n'est pas intéressant. Alors, aujourd'hui, vous êtes chef je dirais à domicile. Vous organisez des événements. Oui. Vous n'avez jamais voulu avoir de restaurant? Si, j'ai toujours voulu avoir un restaurant. Sauf qu'en 2014, quand j'ai mon premier garçon, les horaires de restaurant ne me convenaient plus. Donc il fallait trouver le moyen de pouvoir continuer à faire de la cuisine tout en étant disponible pour mes enfants. Et le métier de chef privé, de chef itinérant, c'était vraiment pratique parce que ça me permettait d'adapter mes horaires en fonction en fait, de mon activité. Et puis, même quand aujourd'hui je fais des émissions où je fais découvrir un pays d'Afrique par la cuisine, le fait de partir à des dates bien précises me permettait de mieux m'organiser qu'un restaurant où tout le temps, j'étais bloquée. Oui, il faut assurer un service. Exactement. Quotidien. Mais maintenant, à Baraka, pour ceux qui viennent à Paris, il y a possibilité de privatiser l'épicerie et que je puisse faire à manger pour eux. Épicerie dans le 15e arrondissement? Dans le 15e arrondissement, 9 rue Robert Fleury. Voilà, 9 rue Robert Fleury dans le 15e arrondissement pour Baraka. Et vous parliez de faire découvrir des pays d'Afrique, puisque vous êtes animatrice d'une émission sur Canal+ Afrique. Oui. Et France Télévisions. Et France Télévisions pour Échapper Belle. Voilà. Et aussi auteur de Goût d'Afrique, paru en 2019, et Mon Afrique, paru en 2024. Oui, Mon Afrique, c'est le dernier livre qui est paru l'année dernière. Et Mon Afrique, c'était vraiment une réponse à toutes les questions que mes clients me posaient, notamment par rapport à nos produits. C'est-à-dire, Anto, est-ce que je peux utiliser ces épices dans autre chose qu'une recette africaine? Anto, je ne trouve pas tel produit, est-ce que je peux le remplacer par autre chose? J'arrive pas à faire cette technique, comment je peux l'améliorer? Voilà, c'est vraiment une réponse à tout ça. Donc vous avez aussi bien des recettes traditionnelles que des recettes, des créations. Notamment beaucoup au niveau des desserts, parce que les desserts ne font pas partie de notre culture. Et donc, au niveau des desserts, je vais vraiment faire des panna cotta avec du moringa, par exemple, faire une île flottante avec la liqueur amarula, des choses comme ça. Et puis, vous avez aussi des réinterprétations de recettes françaises, mais travaillées avec des produits d'Afrique. Je pense notamment aux pommes boulangères, oui. qui est une recette d'ici. Et moi, je fais l'igname façon pomme boulangère. Oui, qui doit très bien fonctionner, vu ce que vous nous avez expliqué par rapport à l'utilisation de l'igname. Exactement. Donc là, on a le jus, le bain de friture. Exactement. Donc là, on a... Alors, je vais reprendre... Donc là, vous allez effilocher le canard pour nous montrer comment vous avez façonné à l'origine ces petits choux farcis. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous appelez? Elora.
Et Laura, je vois que vous procédez comme pour les frites, c'est 2 bains. Ouais, premier bain, deuxième bain. On les a fait blanchir du coup au préalable. Et puis du coup là, dans un bain de friture un peu plus chaud, on les termine. Pour avoir, comme le disait Anto, un aspect croustillant à l'extérieur et Exactement. fondant à l'intérieur. Là, vous voyez la chair de canard. Là, j'enlève La la peau. peau. Mais on a vraiment quelque chose qui s'effiloche, qui est vraiment très... et qui va être très parfumé. Alors là, mon huile, je ne l'ai pas assaisonnée, parce que le sel déjà ne fond pas dans l'huile. Et ça me permet aussi de pouvoir réutiliser L'huile, l'huile après, si je veux en faire autre chose, comme C'est ça ju- je n'achète pas. c'est justement la question que j'allais vous poser, à savoir s'il était possible de réutiliser cette huile derrière. C'est tout à fait possible. Alors par exemple, là, j'ai filtré l'huile ici et je vais en mettre un peu dans ma purée. On aurait pu frire, ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans la street food, notamment dans les pays comme la Côte d'Ivoire, où vous allez voir des bananes plantains ou des fritures de manioc ou d'igname, mais avec de l'huile rouge. Au lieu d'utiliser de l'huile traditionnelle raffinée, ça va être l'huile de palme rouge qui va donner un goût particulier et aussi une jolie couleur dorée. Il y a une grande culture de la friture dans différents pays d'Afrique. Alors, on va avoir beaucoup de... On a tout type... Il n'y a pas que de la friture. Il n'y a pas que de la friture. C'est vrai qu'il y a de la friture, notamment pour certains produits, les poissons, certaines frites. Je pense aux bananes plantains, au manioc, à l'igname. Mais il n'y a pas que ça. On a énormément de techniques de cuisson, des cuissons à l'étouffée, on a des cuissons braisées. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui creusait des trous dans la terre, qui mettait des papillotes de poisson dans la terre avec des braises et qui refermait. Et on a aussi des techniques un peu plus élaborées. Donc, il ne faut pas croire qu'on n'a que de la friture. Parce que Alors non, je ne croyais pas ça. Et je n'avais pas non plus dans cette question l'idée de souligner que ça n'était pas élaboré. C'était plus une question culturelle. Voilà, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai publié un livre sur les pâtisseries à l'international en fin d'année. Et donc, dans les recherches et dans les gâteaux qu'on a sélectionnés pour le continent africain, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de friture, mais de la friture aussi en Asie. D'où ma question. Alors, on a de la friture. Ça dépend après de ce qu'on cherche. On a des fritures. Moi, je sais qu'au Gabon, on va beaucoup moins frire, mais on a beaucoup de bouillon, de plats en sauce. On a même moins de friture. Je pense que ça dépend des pays. Et puis souvent, la friture, c'est dans tous les plats qui sont surtout en street food, où vous avez notamment des recettes un peu rapides. On sort de l'école ou du travail, et puis vous avez des dames au coin de rue qui vont faire de la friture et qui vous vendent ça. Parce qu'il y a aussi pas mal de beignets, en tout cas de sortes de beignets en petite douceur. Exactement. Donc là, vous avez vraiment réduit ce qu'on appelle effiloché, totalement effiloché la chair du canard. Oui. J'ai enlevé les os, j'ai enlevé... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut après refiltrer. Alors, l'huile de palme est géniale, c'est juste qu'elle tâche. Et oui, comme il y a du bêta-carotène. C'est juste qu'elle est très tâchante. Donc, quand on est habillé en blanc... Okay. Donc là, le chou, vous avez fait blanchir. Donc, feuille de chou récupérée sur un chou paumé. Sur un chou paumé qu'on a fait blanchir avec de l'eau salée. Alors, idéalement, il faut avoir un bac d'eau glacée pour pouvoir, après, une fois qu'on a blanchi, pouvoir passer à l'eau glacée pour permettre à la chlorophylle de bien se fixer. Alors, je vais... Donc là, l'idée, c'est de réaliser une jolie petite papillote avec le chou. Exactement. Alors, il me manque juste... Que vous manque-t-il ? Le film alimentaire pour que ça puisse tenir.
Je ne sais pas si Gaspard est dans le coin. Ah. Donc là, ouais, vous formez un socle Exactement. dédié à recevoir le canard. Donc je vais assaisonner ça. Oh, Parfait. merci. Merci Gaspard. Donc on recommence. Donc souvent les gens se disent, comme je suis gabonaise, je fais toujours une cuisine gabonaise, mais pas forcément. Je pense que ce que vous nous disiez, en fait, là, votre idée, c'est de vous réapproprier des techniques à la fois gabonaises ou françaises et d'utiliser les produits d'un des deux pays pour avoir des recettes qui soient un petit peu originales. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir amené autant de produits, des produits que l'on connaît finalement un peu de loin. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, l'igname, peu de gens en achètent, peu de gens l'utilisent, peu de gens connaissent le goût que ça. Bah, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, j'en vois au supermarché, mais comme je ne le connais pas, je ne sais pas comment l'utiliser. » Et le but, c'est de leur montrer. Mais surtout, je dis que je ne fais pas une cuisine gabonaise parce que nos pays d'Afrique sont très jeunes, en fait, en tant que nation. Et avant ces pays-là, on avait des royaumes. Le Gabon a fait partie du royaume Congo, avec un K, qui comprenait le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, l'Angola. Et lorsqu'il y a eu le partage de l'Afrique en 1845, le Gabon s'est retrouvé d'abord colonie française. Le Congo-Brazza est devenu français, Congo-Kinshasa belge, l'Angola portugais. Et dans tous ces pays-là, on a beaucoup de produits et de recettes qui se ressemblent. Et donc, moi, j'ai préféré mettre en avant le produit plutôt que le pays pour pouvoir plus rassembler les gens. Parce que quand je dis Gabon, il n'y a que ceux qui sont gabonais qui vont se sentir concernés. Mais si je dis la sauce graine, ben, tous ceux qui mangent la sauce graine, qu'ils soient au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Togo, ben, ils vont tous se sentir concernés, en fait. Ne dit-on pas que la cuisine est un moyen pour rassembler, pour partager ? Si, c'est vraiment le moyen de rassembler, de partager, sachant que souvent nos produits, d'un pays à l'autre, ça change de nom. Ah, il y a ça aussi, c'est vrai. Oui, ça ne rend pas facile. Voilà. Donc là, une fois que c'est comme ça, ça finit. On le cuit à la vapeur, que ça soit chaud à cœur. C'est combien de temps de cuisson environ ? À la vapeur ? Oui. Alors, à la vapeur, là, on part sur... ça dépend. Si vous le faites au four, on part sur 80 degrés, à peu près une vingtaine de minutes. Là, on a plutôt opté sur la cuisson traditionnelle, donc c'est pas très chaud. Je pense que ça frémit à peine, on doit être entre 60 et 70. Donc là, on peut rester 20 à une demi-heure. C'est vraiment le temps de faire la masterclass. Donc là, on a notre sauce. La purée. Voilà. La purée. Donc là, j'ai vu que vous avez amené de très jolies assiettes pour dresser. Oui. On va la mettre en poche. Est-ce que vous donnez des cours de cuisine ? Oui, je donne beaucoup de cours de cuisine à Paris. Et c'est d'ailleurs suite à ces cours de cuisine que j'ai eu l'idée de l'épicerie fine. Parce que souvent, les gens, après les cours, me disaient « Anto, on va acheter les produits pour cuisiner à la maison ». Donc au départ, je les envoyais à Château-Rouge, hein, le quartier africain. Et je me suis rendu compte que beaucoup, soit ils n'y allaient pas, parce qu'ils avaient peur de poser une question bête, parce que c'est un autre univers. Et j'avoue que moi-même, la première fois que je suis allée à Château-Rouge, je me suis demandé si on était toujours à Paris. Et donc, il y avait aussi ce besoin de conseils qu'ils ne retrouvaient pas forcément. C'est pour ça que quand ils viennent à l'épicerie fine, on leur conseille comment ils pourraient utiliser des épices africaines dans leurs plats de tous les jours.
C'est-à-dire, typiquement, est-ce que vous m'avez fait sentir là exactement, on pourrait cuisiner avec. J'ai par exemple une graine fermentée qui, quand elle est fermentée, à cause de son côté fermenté, qui va avoir un goût de fromage qui se rapproche beaucoup du parmesan. Et pour mes clients véganes ou végétariens, c'est quelque chose que je mets dans les risottos, que je vais mettre dans des gnocchis, que je vais mettre accompagné de sauce tomate. Et ils ont l'impression de manger du fromage, alors que c'est complètement végétal. Concernant les différentes noix que vous nous avez amenées, là, Oui. Elles se râpent. Parce que le poivre, on a bien l'idée de la manière dont on l'utilise, mais vous voyez, ça qui est une écorce. Oui. Alors ça, si vous c'est, voyez, ça, qu'on appelle yomi, vous le faites infuser. On peut le piler pour le mettre en poudre. Moi, le mieux, ce que je conseille, c'est... alors celui-là, il est un peu plus subtil, c'est le mettre en infusion dans un liquide, le bouillon. Par exemple, vous cuisez vos pommes de terre dans l'eau des pommes de terre, vos carottes, vous l'infusez. Celui-là, on le réduit en poudre. On va le chauffer à sec et ensuite on va l'écraser, le réduire en poudre. Et donc, on va le mettre dans une marinade pour assaisonner. Ça... Alors que celui-là, comme il est très fort, la rondelle, on le met entier. Ou alors, si on fait pour beaucoup, on peut le réduire aussi en poudre. Ça, c'est possible. Après, ça dépend de la sensibilité. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop fort, il y en a qui préfèrent quand c'est subtil. Moi, je conseille, quand on commence, de commencer... voilà, oui, c'est une question de dosage. Exactement. Donc... Ça se passe bien, les petites, notre petite frite? Je vais remettre la sauce à chauffer. Donc là, purée, là, pour commencer. Ma purée d'igname. Ensuite, le chou. On va prendre notre chou qui a cuit à la vapeur. Chou que l'on a vu préparer. Oui. Ah oui, vous le mettez entier, oui, bah oui. C'est très joli. On va mettre... On me dit que les odeurs du plat ont déjà gagné la régie qui a très très faim. Ah, et pas que la régie visiblement. Alors, est-ce que j'ai notre cuillère? Une cuillère. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Une cuillère pour la sauce. Alors, une cuillère. Vous voulez qu'on vous amène une cuillère? Oui, j'ai besoin. Est-ce qu'on peut amener une cuillère pour Anto, s'il vous plaît? Ça arrive. Elle est en chemin. D'accord. Elle est encore dans les bouchons, mais normalement, elle ne devrait pas tarder à arriver. Ah ben voilà. C'est déjà réglé. Donc là, on a vraiment le jus de canard qui a bien réduit. Avec ce côté un peu sirupeux. Merci. Quels sont vos projets pour cette année? Est-ce que vous allez réécrire un livre? Est-ce que vous avez... Le deuxième livre est sorti, donc on va déjà partir sur... on va déjà bien le vendre et communiquer dessus. Ensuite, il y a l'émission que je produis qui s'appelle L'Afrique a du goût, où je fais découvrir des capitales africaines à partir de... Alors, je voyage et je fais découvrir des capitales africaines en répondant à la question qu'est-ce qu'il faut manger et où est-ce qu'il faut manger lorsque je vais dans une capitale. Et puis, il y a aussi d'autres tournages et voilà. Donc vous n'allez pas manquer d'occupation en 2025. Non. Et voilà, est-ce que vous voulez goûter? Évidemment qu'on veut goûter. Merci beaucoup. Anto, est-ce qu'on peut applaudir Anto Cocaine, s'il vous plaît,
pour cette démonstration donc autour du canard chou farci avec un jus de canard et puis aussi donc cette huile de palme rouge que l'on peut trouver dans votre épicerie parisienne. Et rassurez-vous, vous allez pouvoir goûter aussi puisqu'il y a quelques assiettes qui vous attendent que l'on va dresser. Un grand merci en tout cas, chef Anto, d'être venu sur cet espace du Sierra Food Forum pour cuisiner avec nous et commencer à nous ouvrir à ces cuisines et à cette culture de la cuisine ou des cuisines africaines. Vous me rappelez l'adresse de votre épicerie à Paris ? L'adresse est 9 rue Robert Fleury et surtout vous allez vous rendre compte que nos cuisines, vous avez vu là, c'est dégraissé parce que souvent on dit nos cuisines sont trop grasses, trop relevées. Bon, il dit souvent épicé, mais je pense qu'il parle du piment. Donc je n'ai pas utilisé de piment. Et on nous parle souvent de produits qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas forcément valeureux. Et là, j'ai vraiment présenté des épices que l'on trouve, pour le coup, là, ce sont des épices d'Afrique centrale et qui méritent d'être connues. Et je propose aussi à des professionnels qui sont intéressés pour intégrer ces produits dans leur cuisine. Je peux leur fournir aussi, voilà. Eh bien, un grand merci. Si vous voulez commencer à vous approcher pour ceux qui veulent goûter, vous allez pouvoir le faire. Merci, chef Anto. Merci. On peut l'applaudir à nouveau. Nous allons quant à nous marquer une pause et on se retrouve à 14h ou 14h20. Voilà, 14h20, table ronde. Je vous dis... Voilà, on va parler du snacking tout à l'heure. À tout à l'heure. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me.